C'est un concours de chant et pas une tribune politique. L'Eurovision se veut apolitique, mais comment le rester en période de conflit? Plusieurs pays réclament le boycott d'Israël. Depuis la reprise des hostilités à Gaza, les organisateurs, l'Union européenne de radio-télévision, doivent rendre leur décision aujourd'hui ou demain. Ils sont réunis à Genève. On en parle avec nos invités. Bonjour à vous et merci de nous avoir rejoints sur France Info pour parler de l'aspect géopolitique peut-être de l'Eurovision. Stéphane Chiffre, vous êtes président d'Eurofan, le fan club français de l'Eurovision. Bonjour à vous. Bonjour. À vos côtés, Julien Baldacchino. Bonjour, journaliste culture pour France Inter. Bonjour à vous. Bonjour. Fabien Randan également. Vous êtes journaliste culture, vous pour 20 minutes. Et puis Alban Mikosi nous a rejoint. Alban, bonjour. Mais oui, bonjour Flore. Spécialiste des questions internationales pour France Info. Vous avez couvert d'ailleurs, Alban, plusieurs éditions de l'Eurovision. Vous allez égrener ce débat d'anecdotes plus personnelles les unes que les autres, en tout cas traditionnellement, évidemment. L'Eurovision, on le disait, se veut apolitique. Mais oui, c'est compliqué en période de crise et de conflit de ne pas parfois partager son opinion. L'exemple en tout cas le plus édifiant, c'était en 2022. La Russie avait alors été exclue du concours européen de chant après son invasion de l'Ukraine. Et l'Ukraine, justement, vous le voyez, qui avait été sacrée avec le Kalush Orchestra qu'on écoute. Une prestation évidemment intéressante, mais comme il y en a beaucoup finalement à l'Eurovision qui ne méritaient peut-être pas, Alban, cette première place cette année-là, ça avait fait polémique. Alors, je ne suis pas un spécialiste de musique, comme vous l'avez tous compris. Je n'ai rien contre la chanson Stefania, qui s'appelait Stefania du Kalush Orchestra. Je me souviens de l'avoir écoutée avec tous les journalistes qui étaient à Turin cette année-là, puisque c'était l'Italie qui organisait. La salle a beaucoup applaudi, même avant la chanson, parce que c'était des Ukrainiens. Il y avait d'autres chansons qui méritaient probablement aussi d'être très bien classées, mais on a très vite compris que c'est les Ukrainiens qui allaient gagner, parce que l'émotion autour de la prestation et de la délégation ukrainienne était telle que finalement, ils ont terminé avec plusieurs centaines de points d'avance sur tous les autres. Donc, ce n'est pas qu'un concours musical, sans faire injure encore une fois au Kalush Orchestra, le groupe avec son chanteur à bonnet rose. C'était bien la preuve cette année-là que l'émotion autour de l'Ukraine était tellement forte que, j'allais dire, ils auraient pu me chanter faux, ils auraient gagné quand même. Stéphane Chiffre, je vous ai vu acquiescer. Oui, il y a déjà eu des gagnants qui ont chanté faux. L'Eurovision, c'est historique. C'est vrai que c'est toujours un peu politique. Alors, politique, je ne le souhaite pas, mais ça l'est de fait. Du moment que vous avez un non-pays, un drapeau, ça devient fatalement politique. Mais je me souviens que j'étais interviewé le samedi matin par Sébastien Baert de France Inter. Et je disais que moi, j'y croyais pas, notamment pour les aspects musicaux autour de la question. Et en fait, une fois que vous êtes dans la salle, vous avez compris que le sujet est plié, le match est plié dès le début. Et en fait, et quand on voit les résultats des télévotes, vous avez Kalush Orchestra qui a un 12 quasiment partout. Et les seuls pays où il est un peu en retrait avec un 8, donc un troisième sur le télévote, c'est peut-être la Serbie, les pays un peu moins proches. Mais quand même, il y a eu une vague tellement forte que c'est normal qu'ils aient gagné à la fin, politique ou pas politique. Fabien Randan, c'est vrai, quand il y a un drapeau et un pays, finalement, il y a l'esprit patriote qui l'emporte sur le reste ? L'esprit patriotique, on ne peut pas voter pour son propre pays à l'Eurovision. Mais effectivement... Mais on va soutenir des pays avec lesquels on est d'accord sur la politique qui est menée sur place ? Oui, la plupart du temps, on peut le voir. On sait que l'Arménie et l'Azerbaïdjan sont des pays en conflit ouvert. Voilà, et généralement, en termes de vote, ça se ressent aussi dans les résultats. Pour l'Ukraine aussi, effectivement, ce plébiscite européen à l'époque avec Stefania... peut s'expliquer bien sûr par l'émotion et le soutien d'un grand nombre de pays à ce pays-là, mais aussi peut-être aux expatriés, aux diasporas. Les votes de diaspora comptent beaucoup. Julien Baldacchino. Il y a de toute façon chaque année, et naturellement, même en temps apaisé, un vote qui va aller, alors on dit souvent aux voisins, mais c'est des votes on va dire d'amitié entre des pays. Et puis effectivement, quand il y a une crise qui apparaît, il va y avoir un pays qui va attirer effectivement du soutien ou de la désapprobation. Ça peut être dans un sens ou dans l'autre, mais dire que le vote du public n'est
que musicale, c'est se voiler la face. Il y a toujours une partie de soutien. On va revenir. Communautaire. Oui, évidemment. On va revenir sur le vote du public parce que c'est important. Il y a le vote du jury et le vote du public. L'année suivante, juste pour continuer sur l'Ukraine, en 2023, pendant que le duo ukrainien sur la scène défendait son titre Art of Steel, inspiré du siège de l'usine Azovstal de Mariupol, leur ville, Ternopil, était visée par des frappes russes. Alban. Oui, alors il y a une très grosse utilisation politique du concours de l'Eurovision par la Russie et par l'Ukraine. Ça, c'est très clair. Il faut que vous imaginiez qu'en Russie, ce concours de l'Eurovision, la Russie n'en fait plus partie depuis 2022, mais elle faisait partie avant. Il a toujours été l'occasion de manifester une fierté nationale. Je vais vous donner un exemple, puisque je suis là pour raconter des histoires, des anecdotes que j'ai vécues. J'étais correspondant à Moscou une année et la Russie termine 2e avec un groupe avec des dames âgées d'ailleurs, qui venaient de Kalmoukie, une petite république russe, et elles auraient vraiment pu gagner. Et elles ont été devancées par les Suédois cette année-là, et il leur a manqué le vote azéri. Les Azéris ont donné 12 points à la Suède et, curieusement, 0 points à la Russie, alors que l'Azerbaïdjan a des relations avec la Russie. Ça a été tellement mal vécu en Russie que Vladimir Poutine en a parlé dans une conférence de presse, demandant les excuses du président azéri. Un problème d'État. Ça s'est terminé par le licenciement du directeur de la télévision azéri. Il y avait eu un problème de téléphonie, on nous a raconté, et les votes russes n'avaient pas pu être comptabilisés. Et c'était évidemment la faute de personne, mais ça a quand même coûté sa tête à ce pauvre directeur. Et puisque vous parlez de Vladimir Poutine humilié d'avoir été exclu de l'Eurovision, qui a relancé l'Intervision. C'est finalement l'Eurovision côté URSS à l'époque et Bloc Est, puisque ça date des années 60, ça existait entre 65 et 68. Julien Baldacchino, c'est dire à quel point, effectivement, c'est une fierté nationale aussi de pouvoir participer à ce concours. C'est important. C'est vraiment le soft power. Oui, et puis il y a quelque chose dans cette initiative-là aussi d'aller chercher d'autres pays qui ne participent pas à l'Eurovision, soit parce qu'ils sont pas membres, soit parce qu'ils ont été aussi mis de côté, et de dire on recrée une sorte de contre-Eurovision, que ce soit géopolitiquement, en termes de valeur aussi. Donc il y a vraiment cette idée-là d'instrumentaliser l'Eurovision ou l'anti-Eurovision de la part de la Russie. Vous remarquerez que les pays participants, on a vu quelques drapeaux, sont des pays qui sont politiquement proches de la Russie. Il y avait le Venezuela, il y avait Madagascar, il y avait un certain nombre de républiques d'Asie centrale qui sont dépendantes de l'économie russe. Donc vous voyez très très bien que la dimension politique était supérieure à la dimension chanson cette année-là. Stéphane Chiffre ? Non, je disais, il y avait aussi le Brésil, enfin les non-alignés. C'est une contre-proposition à l'Eurovision, vraiment, assumée. Oui, enfin, c'est une contre-proposition à l'Eurovision et même on est au-delà du divertissement. C'est une question, on est sur le terrain des valeurs. Ouais. L'une des raisons d'être de ce concours Intervision, c'était de dire... on n'est pas là pour faire un concours woke. Et vous parlez justement, on va y revenir, parce que vous parlez des valeurs. C'est vrai que c'est important de souligner que souvent dans les prestations, que ce soit par les paroles de chansons ou par les mises en scène, on va mettre en avant certaines problématiques de la société qu'on va évidemment soutenir de manière publique. Julien Baldacchino. Oui, alors le grand truc de l'Eurovision là depuis quelques années, c'est un slogan qui est United by Music, donc on est tous unis par la musique, donc c'est de la communication évidemment. Quelques jours. Voilà. mais il y a cette idée que l'Eurovision est un vecteur de valeurs positives, un vecteur de valeurs engagées, un vecteur d'ouverture qui suscite des réactions et des controverses dans des pays qui ne partagent pas ces valeurs-là. En tant que fan, Stéphane Frisch, vous attendez justement des candidats aussi qui s'engagent sur des sujets de géopolitique ou de société ? Qui le montrent ouvertement ? Pas forcément, non. Je pense que la liberté artistique doit être totale dans le concours, mais c'est absolument pas étonnant de retrouver en 82 ou 80, il y avait une chanson de la Finlande sur la bombe atomique. C'est un miroir de la société. Exactement. Donc, et l'Eurovision, depuis 56, a vraiment suivi la société et reflète les débats qu'il y a eu. La chanson finlandaise Melumi, il y a quelques années, avait été reprise comme hymne pour soutenir le mariage de personnes de même sexe en Finlande. Il y a vraiment plein de... il y a une chanson de l'Eurovision
pour tous les sujets de la vie, qu'a fait France, si vous faites l'inventaire. Et d'ailleurs, la Hongrie de Viktor Orban n'est plus dans l'Eurovision depuis 2020. Le concours serait trop proche de la communauté LGBT pour le gouvernement d'extrême droite hongrois. En tout cas, c'est ce qu'avait rapporté le Guardian. Mais officiellement, aucune raison n'a été avancée, Fabien Randall. Oui, voilà, officiellement. Mais c'est vrai qu'officieusement, on comprend ces raisons. C'est la même chose pour la Turquie également. Il y avait la Bulgarie qui va faire son retour l'an prochain dans le concours. Donc, oui, quand on disait en ouverture l'Eurovision n'est pas politique, si, c'est politique. Alors c'est toujours le message qui est affiché, mais effectivement, on voit Bilal Hassani qui avait participé, le candidat de la France il y a quelques années. C'est effectivement un moyen de faire passer des messages, Stéphane Chiche. Absolument, cette chanson était magnifique. Je me souviens avoir pleuré dans la salle de presse lorsque j'ai vu la première édition. Des thématiques positives qui sont évoquées en 3 tableaux sur cette chanson. Pour moi, c'est un exemple d'engagement que l'artiste peut porter. Mais est-ce que c'est ce qu'on attend de l'Eurovision? Est-ce que ça fait partie du folklore de l'Eurovision? Pour moi, c'est pas un folklore, n'allons pas... Non, mais du folklore, je veux dire de s'engager à chaque fois pour les problématiques du moment. On n'est pas obligé, on peut parler d'amour, on peut parler de sa maman, vraiment tous les sujets sont... Est-ce qu'on a autant de chances de gagner en parlant finalement de la petite histoire, d'une histoire personnelle, que si on porte un message? C'est ça la vraie question. Oui. Je crois qu'il y a une Ukrainienne qui a gagné en parlant de ses ancêtres tatars et de la déportation. Donc même avec un sujet un peu grave, dire sa voix, moi j'avais pas du tout venir cette chanson. Et quand en salle de presse on voit tout ce qui sort de son corps là pour pousser ce cri et cet arbre qui pousse, forcément au moment de télévoter, la chanson, elle a marqué. Et c'est quelque chose de très personnel de la chanteuse. Et ça passe aussi. Oui, il y a parfois la dimension historique. Il y a où le moment, c'est un peu le zeitgeist. C'est la chanson qui résonne particulièrement fort à ce moment précis auprès du public. Ouais. Mais il est arrivé aussi récemment que des chansons d'amour, je pense au Portugal en 2017, aux Pays-Bas en 2019, l'emportent. Et là, ça ne fait pas vraiment passer de message politique. Mais en 2017, on n'était pas dans une situation géopolitique comme celle d'aujourd'hui. C'est pour ça que je vous pose cette question. 2017, le concours avait lieu en Ukraine. Et justement, la Russie avait été exclue du concours, avait décidé de se retirer puisqu'ils avaient présenté une candidate qui avait chanté en Crimée et l'Ukraine interdit de territoire les artistes notamment qui se sont produits en Crimée après l'annexion par la Russie. Et donc il y a eu tout un drama international. Il avait même été envisagé de faire cette prestation russe par satellite. Et c'était tellement intenable que la Russie a dit on se retire. Et d'ailleurs cette année-là, la Russie avait choisi une candidate en situation de handicap. Il y avait quelque chose qui exprimait une forme de vulnérabilité, on va dire, sur une chanson d'amour, là où les années précédentes, la Russie envoyait des pop stars avec des chansons soit pacifistes, et justement pour contrebalancer le choix des candidats, finalement, aussi est très important. Julien Baldacchino. Dire que l'Eurovision est apolitique, c'est comme dire la musique, la chanson, c'est pas politique. En fait, non, il y a des chansons qui sont des chansons festives, de divertissement, mais de tout temps, j'ai envie de dire, il y a des chansons, il y a de la musique qui porte des valeurs, qui porte un engagement. Si l'Eurovision doit représenter la diversité musicale d'un continent et même un peu plus, il y a aussi cette diversité des engagements et des valeurs qui sont portées. La question aujourd'hui qui se pose, elle concerne les candidats israéliens, qui ne sont pas les bienvenus depuis 3 ans maintenant dans ce concours de l'Eurovision. Depuis les représailles de Benjamin Netanyahou, du Premier ministre israélien dans la bande de Gaza, se pose la question de leur participation ou pas. Il y a déjà des pays qui ont annoncé boycotter si l'État hébreu était présent. Donc c'est l'Espagne, l'Irlande, l'Islande, la Slovénie. Et puis il y a aussi la Belgique, la Finlande et la Suède qui y réfléchissent. Donc ça fait quand même beaucoup de pays au final. Vous comprenez qu'elle se pose cette question d'exclure des pays agresseurs, je pense à la Russie et donc je pense à Israël? Oui. La question est légitime. Oui, puisque ça s'est produit pour la Russie. Donc après, il y a aussi cette question de comment est-ce que Israël peut utiliser l'Eurovision comme un outil de soft power et raconter quelque chose. Et où là, ça va dépasser le cadre purement musical. Les 2 dernières chansons qui ont été présentées, c'est ce que j'allais vous dire. Une sorte de double sens sur la situation au Proche-Orient, etc. Et je pense que ça suscite des interrogations auprès de plein de diffuseurs et aussi, ne serait-ce que à la fois du côté des règles,
est-ce qu'il n'y a pas eu du côté du télévote des... On va revenir sur les règles du vote, oui. Des choses un peu louches. Et aussi d'un point de vue moral, éthique. Parce qu'on comprenne bien ces 2 dernières années. Donc cette année, c'est la chanteuse Yuval Raphael qui a été survivante du 7 octobre, qui est arrivée 2e. Et en 2024, c'était Eden Golan qui était elle 5e. Toutes les 2 ont été portées par le fameux vote du public. Il y a un engouement pour les chanteuses israéliennes par le public. Ça avait suscité la polémique et une demande de transparence des votes, Julien Baldacchini. Oui, puisque en fait, ce télévote, déjà, il faut savoir que, alors jusqu'à cette année, on peut voter plusieurs fois. Donc, on peut voter jusqu'à 20 fois quand on est téléspectateur ou téléspectatrice pour un artiste. Et donc, il y a eu une demande, effectivement, non pas de recomptage, mais de transparence, de savoir dans quel pays, quel était le niveau des votes, et d'avoir cet affichage en fait du télévote dont le soir de l'Eurovision, on n'a qu'un résultat final qui est en nombre de points et qui, l'an dernier, a été énorme par rapport au score que la candidate avait obtenu de la part du jury. Oui. Et c'est ça, qui a été bien plus frileux, pour le coup, à voter pour les candidats israéliens. Stéphane Chiffre. Oui, en même temps, c'est vrai que sur un pays comme Israël, même avant le conflit post-7 octobre, il y avait déjà des pays qui votaient plus pour Israël que d'autres. Oui. En France, on a une communauté juive importante et ça vote plus. Certains pays sont des marqueurs, mais là, on a été dans une amplification qui a vraiment écrasé, un peu comme le vote ukrainien d'ailleurs, qui avait posé moins de questions à l'époque. Et c'est ce souhait. Alors après, je me demande pourquoi on peut voter 20 fois. Ça coûte, ça rapporte des sous. Ce serait limité à 10 fois. Moi, j'ai toujours pas compris pourquoi c'était pas descendu à 1 ou 2 ou 3. Oui. L'Eurovision Junior pouvait voter pour 3 candidats. Oui, il faudrait peut-être s'y aligner. En tout cas, c'est vrai qu'il s'est même posé la question d'une campagne de pub menée par Israël. Oui, en fait, ça a été une campagne, ce qu'on appelle en pré-roll. Donc, c'est les vidéos, notamment sur YouTube, qui passent de publicité. Et donc, une campagne qui était financée par une agence qui dépendait du ministère de la Culture israélien. Et donc, ça fait partie des choses qui ont été remises en question par l'UER, qui désormais ne veut plus d'ingérence d'un État dans les stratégies de communication. Donc ça a été ça fait partie des points qui ont été abordés, qui ont des points d'achoppement. Après, comment vous faites respecter cela? Ça, je l'ai absolument pas compris dans le communiqué de l'UER. C'est du wishful thinking, c'est des vœux pieux, de mon point de vue, parce que la télé, je vois pas ce qu'elle peut faire, la télé qui est engagée dans le concours, qui signe le règlement, en gros. Qu'est-ce qu'elle peut faire contre un gouvernement qui se trouve être son actionnaire très souvent? Mais est-ce que c'est autorisé, ça, finalement, qu'il y ait une campagne de pub qui soit même financée par un ministère de la Culture? C'était autorisé jusque-là. Enfin, disons que le cas de figure ne s'était pas vraiment présenté. Ouais. Et c'est là où on voit que s'il y a eu cette campagne, c'est peut-être qu'il y avait une volonté, et on ne sait pas d'ailleurs si la campagne a été vraiment efficace et explique le résultat du télévote en partie. Mais ce qui est d'ailleurs sur la chanson d'Israël de cette année, ce qui est important de souligner, c'est qu'il y a eu ce plébiscite vraiment très fort du côté du télévote qui ne s'est pas retranscrit dans ensuite le succès commercial de la chanson. Contrairement à la chanson de l'Ukraine en 2022, qui était parmi le top 5, je crois, des chansons de cette édition-là, qui ont eu le plus long parcours ensuite commercial, le plus gros nombre d'écoutes sur les plateformes de streaming. Donc il y avait de quoi se poser des questions sur les résultats de cette année notamment. Est-ce que changer le système de vote pourrait influencer les choses? Du coup, on l'a dit, ça va diminuer de moitié. A priori, on passerait de 20 votes par personne possible à 10. Est-ce que ça, déjà, ça peut changer le résultat? Vous voyez bien, le système de points, c'est le top 10 du télévote qui a des points. Le 10e a 1 point, le premier a 12 points. On ne connaît pas les marges de télévote qu'avait Israël dans chacun des pays, on ne les connaît pas. Oui. Qu'est-ce qui vous dit qu'en divisant par 2 le nombre de votes, les mêmes personnes votent, l'ordre change? Ça passait peut-être quand même. Ça se trouve, c'est tellement massif. Il y a certains pays qui sont transparents sur leur télévote. Je me souviens qu'en Italie, vous voyez le vote albanais qui est toujours très haut, genre des fois autour de 80%. Et après, celui qui a 10, c'est celui qui est derrière à 10-15%. Vous divisez 80 par 2, ça ne va pas changer l'ordre. Donc c'est pour ça que ça m'interroge, parce qu'il n'y a pas d'éléments métriques qui ont été communiqués par l'UER lors de la proposition. Donc aucune simulation. Est-ce que ça aurait changé quelque chose maintenant, dans le passé?
Quand on nous avait apporté le changement d'un doublement des points, avant c'était 12 points combinés jury et télévote. Maintenant, c'est 12 points du jury, 12 points du télévote. Donc ça s'additionne. On nous avait dit que ça ne va pas changer. Ouais. Le premier concours qui a suivi, on a montré que si on avait gardé la règle du précédent, le gagnant n'était pas le même en fait. Donc là, on n'a pas de simulation et moi, je ne suis pas convaincu. Donc on va le découvrir là avec Vienne, la 70e édition en Autriche. Là. Ouais, s'il y a des organismes gouvernementaux qui ont un moyen d'acheter 20 votes, vous doublez le nombre de téléphones et vous en faites 10. Hein. Le principe du vote multiple, en fait, à la base, que ce soit 20 ou 10, alors avec c'est toujours 10, problématique. Forcément, ça va être moins pondéré, mais en fait, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on peut pondérer son vote. On peut dire, si j'en fais le choix, je peux avoir, moi, téléspectateur, 10 fois plus de poids, ou jusqu'à cette année, 20 fois plus de poids qu'un autre téléspectateur qui vote une fois. Donc, d'abord, ça incite tout le monde à voter le plus possible si on veut vraiment soutenir un candidat. Qu'il y ait des ingérences ou pas, là je parle vraiment de soutien. Donc c'est pas le meilleur système de vote qui soit, de se dire je peux voter jusqu'à 20 fois pour la même personne et en plus c'est un vote payant, c'est un peu bancal. Et d'ailleurs c'est même pas 10 votes ou 20 votes par personne, mais par carte SIM. Donc, si on a 3 cartes SIM, c'est 30 votes. Voilà. Oui, c'est par moyen de paiement ou par numéro d'identification. Donc, il est tout à fait possible d'imaginer que des agences gouvernementales, des ministères, aient mobilisé de leurs ambassades, puisqu'on ne peut pas voter dans un pays pour son propre pays. En France, on ne peut pas voter pour les Français, les Italiens ne peuvent pas voter en Italie pour les Italiens, mais à l'étranger, c'est tout à fait possible. Donc, de là à faire en sorte que vos conseillers diplomatiques, ambassades, et vos associations culturelles votent massivement en faveur d'un candidat et comme ça change le résultat, oui, c'est tout à fait envisageable. Autre question sur laquelle je voudrais vous entendre avant de continuer à parler, bien sûr, mais c'est... Est-ce que le choix du candidat peut jouer quelque chose ? On parlait du choix des pays d'être exclus ou pas. Est-ce que finalement, si Israël choisit un candidat, comme vous l'avez dit, qui peut finalement remettre en question, par exemple, pour être tout à fait concrète, la politique de Benyamin Netanyahou, est-ce qu'il ou elle a moins de chances de se faire exclure du concours ? Est-ce que ça peut favoriser, au contraire, même son engagement ? Je pense que ça ne va pas se ressentir vraiment de ce côté-là, même si potentiellement, on pourrait imaginer voir un candidat, un artiste ou une artiste d'origine palestinienne, où il y aurait le côté, entre guillemets, inattaquable ou plus difficilement attaquable. Mais le problème aussi, c'est que il est sur ce discours, le propos politique que peut avoir l'artiste, depuis l'année dernière, depuis le règlement de cette année, il est interdit aux artistes d'avoir un discours politique dans le cadre de l'Eurovision. Voilà, donc, et d'ailleurs, c'est aussi l'un des problèmes. En tant que journaliste, je vois qu'il est de plus en plus difficile d'avoir accès à certains artistes, l'artiste israélienne en l'occurrence, et surtout, tout est fait pour éviter les questions qui fâchent. Oui, il y a de moins en moins de répétitions avec des caméras. Il y a des accès, des zones grises, des zones bleues pour séparer les artistes, pour pas qu'il y ait de tension entre eux, pour qu'on les mette dans une bulle de bien-être. Voilà. Plus de conférences de presse. Comme ça, il y a eu d'ailleurs en 2024 une question qui avait été posée par un journaliste polonais qui demandait à la candidate israélienne: est-ce que vous pensez que votre présence ici au concours met en danger le public et les autres artistes? Le modérateur a dit: vous avez le droit de ne pas répondre. Elle a quand même répondu. Et cette année, ce journaliste-là n'a pas eu son accréditation. Ah oui, donc il y a des vraies répercussions. Ça peut poser des questions sur on continue d'en parler. Tout simplement. Effectivement, on continue d'en parler, bien évidemment. C'est un sujet passionnant sur France Info si vous nous rejoignez. Mais d'abord, il est 12h30, c'est l'essentiel de l'information avec vous, Valentine.